Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, est mort. Vous avez probablement entendu son nom apparaître dans les gros titres, généralement liés à l'Iran, aux négociations nucléaires ou aux conflits au Moyen-Orient. Mais savez-vous vraiment qui il est ? Derrière ce nom se cachait l'une des figures les plus puissantes de la géopolitique moderne. Depuis plus de 30 ans, Khamenei dirige l'Iran, non seulement en tant que dirigeant politique, mais aussi en tant que guide suprême, mêlant une profonde autorité religieuse à un contrôle politique total. Sans aucune ironie, il avait un contrôle absolu sur les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que sur l'armée et les médias. En plus de cela, il détenait la plus haute autorité sur les ambitions nucléaires de l'Iran, son soutien aux milices affiliées dans la région, et sa relation très tendue avec les États-Unis. Tout remonte à lui. Mais voici la vraie question. Pourquoi Khamenei comptait-il autant, surtout pour les États-Unis ? Pourquoi la mort d'un homme à peine vu en public a-t-elle suscité autant de tensions dans le monde entier ? Pourquoi les États-Unis ont-ils, pendant des décennies, qualifié le défunt de l'une des personnes les plus dangereuses au monde, le désignant même comme principal adversaire étranger après la Chine ? Eh bien, la réponse à cela commence par un rêve et se termine par 2 mots : armes nucléaires. Nous couvrons des sujets géopolitiques depuis un certain temps, et avec des sujets sensibles comme celui-ci, une chose est claire. Notre portée est réduite, et l'information est censurée. C'est un combat constant, car les bots de l'algorithme nous censurent, et vous privent des vraies infos. Aidez-nous en aimant, et partageant nos vidéos avec votre communauté. Bon, assez parlé de ça, passons à la vidéo d'aujourd'hui. Depuis des décennies, Khamenei a poussé le programme nucléaire de l'Iran, un point de friction majeur avec les États-Unis et leurs alliés. Sa stratégie ? Jouer sur le long terme. Il a développé les capacités nucléaires de l'Iran tout en affirmant ne pas vouloir d'armes. Les ambitions de Khamenei dépassaient le nucléaire. Il avait une vision plus grande, celle où l'Iran dominait le Moyen-Orient. Et comment a-t-il fait cela ? Pas par des guerres directes, mais par des groupes interposés. Il a soutenu des groupes comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, et des milices en Irak et en Syrie. Chaque fois que les États-Unis tentent de stabiliser la région, ils font face à des forces soutenues par l'Iran. Selon votre opinion sur l'Iran et les États-Unis, cette situation peut sembler complexe. Mais si vous souhaitez vraiment comprendre pourquoi l'Iran agit ainsi, défie la pression occidentale et soutient des groupes opposés aux intérêts américains, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons parler en détail d'un seul homme, Feu Khamenei, et comment le destin d'un pays de près de 90 millions d'habitants a pendant très longtemps été entre les mains de cette seule personne. Cependant, pour comprendre l'impact de cet homme, vous devez connaître le passé de l'Iran et voir comment ce passé a façonné toute l'idéologie de Khamenei. Plantons le décor. Nous sommes le 19 avril 1939 dans l'ancienne ville de Mashhad, au nord-est de l'Iran. C'est l'une des villes les plus saintes de l'islam chiite, un lieu où la spiritualité islamique imprègne l'air, dense et profonde. Et c'est ici, dans une maison modeste et exiguë, qu'un garçon nommé Seyed Ali Hosseini Khamenei voit le jour. Mais voici ce qu'il faut savoir. En apparence, la famille de Khamenei ressemble à n'importe quelle autre famille ordinaire, peut-être même pauvre. Mais ce gamin est destiné à devenir l'un des hommes les plus puissants de la planète. Il allait s'élever de ses débuts modestes pour diriger la République islamique d'Iran en tant que guide suprême. Mais c'est là que ça devient intéressant. Sa jeunesse était à 1000 lieues du monde de la politique, sans parler de l'influence mondiale. Son éducation ne tournait pas autour de la richesse, du pouvoir ou du luxe. C'était quelque chose de complètement différent. Son père, Seyed Javad Khamenei, était un religieux très respecté à Mashhad. Contrairement à certains religieux, il ne vivait pas dans la richesse. La famille Khamenei vivait dans une petite maison. C'est vraiment une toute petite maison. Tellement petite, en fait, que lorsque des visiteurs venaient voir Seyed Javad pour des consultations religieuses, le reste de la famille devait se cacher au sous-sol parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de place. Ils mangèrent des repas simples, parfois juste du pain et des raisins secs. C'était leur réalité, la pauvreté, l'austérité et la piété. Ils étaient pauvres, et c'est vrai, ils n'avaient pas de richesse matérielle, mais ils étaient riches d'autre chose, quelque chose qui allait façonner le jeune Ali pour le reste de sa vie. Un engagement inébranlable envers l'islam. Son père était le genre d'homme qui n'avait aucun intérêt pour les choses matérielles. Il était presque ascétique, vraiment.
Il a mené une vie fondée sur les enseignements islamiques, ce qui a profondément marqué Khamenei. Dès son enfance, Ali Khamenei a compris que l'essentiel résidait dans la foi, la discipline et la dévotion religieuse, plutôt que dans la richesse ou le pouvoir. La rigueur intransigeante de son père sur la vie et la religion a servi de fondement à l'existence de Khamenei. Cette dévotion allait finalement conduire à l'essor des idées fondamentalistes islamiques en Iran. Mais avant d'en arriver là, nous devons examiner de plus près comment l'environnement a façonné Khamenei en tant que personne et influencé son éducation. Lorsque Khamenei avait 4 ans, lui et son frère aîné ont commencé à fréquenter un maktab, une école religieuse traditionnelle. Ce n'était pas une école primaire traditionnelle, et ils n'apprenaient pas seulement à lire et à écrire. Ils mémorisaient le Coran et plongeaient dans les enseignements islamiques dès le premier jour. Donc, cette éducation précoce était en réalité une formation spirituelle. Ce cycle perpétuel de lavage de cerveau et d'imposition d'idées extrémistes religieuses a inculqué à Khamenei l'idéologie selon laquelle il allait vivre sa vie. À l'âge de 11 ans, il a fait quelque chose d'audacieux. Il a revêtu l'habit religieux. Alors que les autres enfants de son âge jouaient dehors, Khamenei choisissait une vie d'érudition religieuse, s'engageant pleinement sur une voie dans laquelle la plupart ne penseraient même pas à cet âge. Il faut garder à l'esprit que cela se passait à l'époque de la dynastie Pahlavi, lorsque le pays était quelque peu laïque et influencé par de nombreuses nations occidentales. Bien sûr, il y avait quelques fanatiques religieux dans le pays, mais pour un jeune enfant de cet âge, étudier les textes islamiques et consacrer sa vie à une seule cause était du jamais vu. Vous pouvez aussi l'imaginer apprendre non seulement dans les livres, mais aussi auprès de son père Seyed Javad et d'autres religieux locaux. C'était intense. Et oui, c'était fou. Maintenant, c'est là que les choses commencent à changer. En 1952, lorsque Khamenei n'avait que 13 ans, un religieux nommé Nawab Safavi a rendu visite à son école à Mashhad. Safavi était un leader radical charismatique qui dirigeait le groupe militant Fatihan et Islam, et il était en mission. Il a prononcé un discours enflammé, s'insurgeant contre le régime du Shah et dénonçant les politiques anti-islamiques de la monarchie. Il a essentiellement attisé les flammes de la résistance. C'était intense. Pour le jeune Khamenei, ce discours fut une révélation. Safavi était un révolutionnaire. Son message ne se limitait pas à la prière silencieuse ou à la piété personnelle. Il s'agissait d'action, de se dresser contre le Shah, de résister à l'impérialisme occidental et de lutter pour les valeurs islamiques dans un pays qui semblait sombrer dans le sécularisme. Ce jour-là, un déclic s'est produit chez Khamenei. C'était un tournant, un moment où son monde s'est élargi. Il a compris que sa vie aurait une mission bien plus grande, défendre l'islam, non seulement dans la salle de classe ou à la mosquée, mais aussi sur le champ de bataille politique. Il était déterminé à mener une révolution qui changerait l'ensemble de l'Iran et du Moyen-Orient. Et il était absolument déterminé à renverser le Shah traître et à gravir les échelons glissants de ce qui deviendrait alors l'Iran islamique. On pourrait dire que c'est le radicalisme de Safavi qui a semé les graines de la révolution dans le jeune esprit de Khamenei. Et ces graines n'allaient en faire que se développer à partir de là. Quelques années plus tard, Khamenei était prêt pour le prochain chapitre de son étude. Il s'est rendu à Qom, le cœur de l'érudition religieuse chiite en Iran. Si vous souhaitez vraiment devenir un religieux en Iran, Qom est la destination incontournable, c'est l'épicentre. Et Khamenei ? Il était là pour s'imprégner, pour apprendre des plus grands esprits de l'islam chiite. À Qom, Khamenei a étudié auprès de grands maîtres. Il y avait l'ayatollah Hossein Boroujerdi, un érudit vénéré pour sa profonde connaissance du fiqh, la jurisprudence islamique. Sous la direction de Boroujerdi, Khamenei a appris à appliquer la loi islamique à des situations réelles, à interpréter des textes religieux vieux de plusieurs siècles et à les rendre pertinents pour la vie moderne. Mais Boroujerdi pensait que les religieux devaient rester hors de la politique et se concentrer sur la vie religieuse. C'est là que Khamenei et Boroujerdi divergeaient. Pourtant, Khamenei obéissait et respectait son aîné. Après tout, il croyait que la politique était au service de la défense de l'islam et de la nation. Mais il y avait ensuite une personnalité qui allait avoir un impact encore plus grand sur la vie de Khamenei, l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini était un religieux, mais plus tard, il a joué un rôle clé dans la révolution iranienne de 1979. Mais cette discussion viendra plus tard dans cette vidéo. D'abord, il faut simplement comprendre que Khomeini était un religieux d'un genre différent. Il ne se contentait pas de rester en retrait.
Khomeini croyait que l'islam n'était pas seulement une foi personnelle, c'était un système politique, une manière de gouverner la société. Il avait des idées radicales sur la façon dont les religieux devaient être dirigés. L'un de ses concepts les plus révolutionnaires était le velayat-e faqih, ou la tutelle du juriste islamique, qui soutenait qu'en l'absence de l'imam infaillible, un juriste islamique devait gouverner au nom du peuple, afin de garantir que la loi islamique soit respectée. C'était, sans ironie, le plan directeur d'un État islamique, où les religieux détenaient un véritable pouvoir politique. Et en tant qu'excellent élève, Khamenei a tout absorbé. Le message de Khomeini l'a particulièrement marqué. L'Iran était sous le règne du Shah, un monarque laïque et tourné vers l'Occident, et Khomeini disait « Non, ce n'est pas juste, c'est l'islam qui doit diriger ». Khamenei s'est senti vraiment attiré par la vision de Khomeini. Le régime du Shah, avec sa relation confortable avec les puissances occidentales, était corrompu aux yeux de Khomeini. Et la seule façon de sauver l'Iran de cette décadence morale était à travers un gouvernement islamique. À la fin des années 50, Khomeini a abandonné sa carrière de simple étudiant religieux. À la place, il est devenu un révolutionnaire. Son temps à Qom a renforcé sa conviction que les clercs avaient le devoir d'agir, de diriger, de résister, de remettre en question le statu quo. Il comprenait que l'étude du droit islamique et de la philosophie allait bien au-delà d'une simple vocation. Ce n'était pas seulement pour le savoir. Il se préparait à quelque chose de bien plus conséquent, le renversement de la monarchie pahlavi et l'établissement d'une république islamique. Son retour en Iran, à la demande de son père, signifiait plus d'études, mais désormais son esprit était tourné vers une vision plus large, les implications politiques du leadership religieux. Cela n'a fait qu'accroître la haine de Khomeini envers l'influence occidentale et renforcer son soutien aux valeurs islamiques. Et comme Khomeini allait bientôt le découvrir, le temps de la révolution approchait. Avant que ce même feu de la révolution ne fasse dérailler la vidéo, faisons un pas en arrière et regardons l'Iran au milieu du XXe siècle. Vous voyez, l'Iran dans les années 50 et 60 était à la croisée des chemins. Le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, qui est arrivé au pouvoir avec un soutien important des puissances occidentales, en particulier des États-Unis et de la Grande-Bretagne, était déterminé à moderniser rapidement le pays. Cette vision de la modernisation a été incarnée par ce qui est devenu connu sous le nom de Révolution blanche, lancée en 1963. Le Shah voulait transformer l'Iran en un État-nation moderne et laïque, à l'image de ce que la Turquie avait fait sous Mustafa Kemal Atatürk. La clé du programme était des réformes radicales pour moderniser l'économie et la société iranienne. La Révolution blanche comprenait 6 points principaux. La redistribution des terres pour affaiblir l'aristocratie foncière traditionnelle, l'octroi du droit de vote aux femmes, la nationalisation des forêts, la participation aux bénéfices pour les ouvriers et les secteurs industriels, la privatisation des entreprises publiques et la promotion de l'éducation laïque. Sur le papier, ces réformes semblaient être un progrès, une façon d'amener l'Iran dans le monde moderne. Mais pour une partie importante de la population, en particulier les religieux, cela n'était rien de moins qu'une trahison. Les réformes du Shah étaient vues comme une attaque contre les valeurs et l'identité islamique de l'Iran, et non comme un chemin vers la prospérité. Cela a mis en colère Khomeini. Ainsi, en juin de cette année-là, à ses côtés se tenait Khomeini avec sa critique contre le Shah, simple mais profonde. Les réformes du Shah étaient mauvaises. Elles représentaient une menace existentielle pour l'identité islamique et l'indépendance de l'Iran. Khomeini affirmait que le Shah était déconnecté de son peuple et manipulé par les puissances étrangères, surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce discours a ébranlé l'Iran et entraîné l'arrestation de Khomeini. L'arrestation de Khomeini a provoqué des manifestations massives dans tout le pays, des personnes de tous horizons réclamant sa libération. Cependant, le régime du Shah était décidé à le faire taire. Dans un geste décisif, Khomeini a été exilé, d'abord en Turquie, puis en Irak. Pour beaucoup, cet exil aurait pu signifier la fin de l'influence de Khomeini en Iran. Mais en réalité, son exil n'a fait que renforcer la détermination de ses partisans, y compris Khamenei, qui est devenu encore plus engagé dans la cause de la révolution islamique. Mais Khamenei a aussi vu une opportunité, et cette opportunité résidait dans l'absence de Khomeini. Cela a créé un vide à la tête de l'opposition cléricale. Khamenei a comblé ce vide en prenant l'initiative d'appeler à la résistance contre le Shah. Ainsi, Khamenei est devenu une figure clé du mouvement clandestin visant à maintenir vivantes les idées de Khomeini. Il a commencé à organiser des activités clandestines et des réunions secrètes, tout en évitant les regards indiscrets de la SAVAK, la police secrète tristement célèbre du Shah.
Mais plus Khamenei s'impliquait dans la résistance, plus la Savak le remarquait. La police secrète du Shah, tristement célèbre pour sa brutalité, utilisait surveillance, intimidation et torture pour réprimer la dissidence. En 1963, Khamenei fut arrêté pour la première fois après avoir transmis un message secret de Khomeini à l'ayatollah Milani à Mashhad, où il exhortait les religieux locaux à résister aux réformes du Shah. Cela marqua essentiellement le début de la longue et dangereuse relation de Khamenei avec la Savak, puisqu'il serait arrêté 6 autres fois au cours de la décennie suivante. Chaque arrestation devenait plus sévère, la Savak utilisant des méthodes de plus en plus brutales pour tenter de briser son esprit. Il a enduré de longues périodes d'isolement, des interrogatoires incessants et des tortures physiques. Mais cela ne l'a pas découragé. En réalité, cela a renforcé sa détermination. Après sa libération, il a poursuivi l'organisation de mouvements clandestins, et son influence dans l'opposition cléricale a grandi. Pendant que Khomeini était en exil, d'abord en Turquie puis à Nadjaf en Irak, Khomeini ne l'a pas oublié. Grâce aux efforts de Khamenei et de sa clique d'extrémistes, les idées de Khomeini ont continué à se répandre à travers l'Iran. Tout cela avait été possible grâce à des réseaux clandestins, des mosquées et écoles religieuses. Mais parmi tous les écrits et travaux de Khomeini, celui qui s'est vraiment démarqué et qui allait jouer un rôle clé dans la formation du futur de l'Iran, ce sont les principes du Velayat e Faqih, la tutelle du juriste. Le Velayat e Faqih était un concept révolutionnaire qui soutenait qu'un juriste islamique ne devait pas seulement guider les affaires religieuses, mais aussi détenir l'autorité suprême dans les affaires politiques. Il croyait que cette idée était la clé de l'avenir de l'Iran, mais elle créait une nouvelle forme de gouvernement, fondée sur la loi islamique et libérée de l'influence des puissances étrangères. L'adhésion de Khamenei au Velayat e Faqih s'est renforcée durant cette période. Il y voyait la solution au problème de l'Iran, un gouvernement dirigé par des érudits islamiques. Libéré de la corruption et des ingérences étrangères qui avaient longtemps tourmenté le pays, ce concept devint plus tard la pierre angulaire de la République islamique d'Iran. Mais les choses se sont vraiment intensifiées au milieu des années 70. L'Iran était au bord d'une explosion révolutionnaire. Le régime du Shah était devenu de plus en plus oppressif, avec la Savak réprimant toute forme de dissidence. La mauvaise gestion économique et l'inégalité croissante avaient conduit à un mécontentement généralisé, et les liens étroits du Shah avec l'Occident avaient aliéné une grande partie de la population. Pendant ce temps, l'opposition, y compris Khamenei, continuait d'organiser des manifestations, des grèves et des protestations. En 1975, la Savak a mené une vaste opération contre Khamenei, perquisitionnant son domicile et confisquant ses livres et écrits. Cette fois, Khamenei a été envoyé dans une des prisons les plus tristement célèbres de Téhéran, où la torture était encore plus brutale. Des mois d'isolement, de passages à tabac et de privation de sommeil ont été utilisés pour tenter de le briser. Mais la volonté de Khamenei est restée inébranlable. Même en prison, Khamenei continuait d'inspirer ceux qui l'entouraient. Durant ces sombres mois de captivité, Khamenei a survécu en s'appuyant sur la vision qu'il portait, une vision qu'il avait depuis des années. Et il savait, lorsqu'il a été enfin libéré en 1977, que l'Iran était au bord de la révolution. Et il savait aussi que rien ne serait plus jamais comme avant. En fait, à la lumière de ce qui a suivi, la phrase « rien ne serait plus jamais comme avant » semble être un euphémisme. Vous voyez, la révolution iranienne a vraiment pris son envol en janvier 1978, déclenché par un événement explosif qui a secoué le pays. Tout a débuté par un article dans un journal gouvernemental cherchant à discréditer l'ayatollah Khomeini. L'article l'a qualifié de réactionnaire, et tenez-vous bien, d'agent britannique, ce qui, pour beaucoup d'Iraniens, était l'insulte suprême. C'est tellement ironique que l'homme qui est devenu le symbole de l'opposition au régime du Shah ait été traité d'agent britannique, alors que le Shah bradait son pays à l'Occident. Et pour l'ensemble de l'establishment religieux, c'était une gifle directe, surtout dans la ville de Qom, un centre religieux rempli de séminaristes et de savants, qui ont alors explosé de colère. Les gens sont descendus dans la rue pour protester massivement contre le régime du Shah. Mais au lieu d'apaiser la situation, les forces du Shah ont répondu par une force brutale. On a tiré sur les manifestants, et plusieurs ont été tués. Ce fut une journée sanglante, mais ce n'était pas la fin. En fait, ce n'était que le début. Au début, les choses se sont apaisées, car en Iran, la tradition impose 40 jours de deuil après un décès. Cependant, 40 jours après le bain de sang à Qom, de nouvelles manifestations ont éclaté. Cette fois plus grandes, plus bruyantes et plus en colère. Le régime du Shah a réagi de la seule manière qu'il connaissait, violemment. Davantage de sang a été versé. Comme une horloge, 40 jours de plus ont passé, et des manifestations plus importantes ont éclaté. Ce cycle de deuil,
de protestation et de répression s'est rapidement propagé dans tout le pays, touchant désormais plus que les seules villes religieuses comme Qom. À la mi-1978, l'agitation avait atteint les principaux centres urbains. Téhéran, Machhad, Tabriz, partout. Le Shah a voulu réprimer la rébellion par plus de violence, ce qui n'a fait que radicaliser davantage de personnes. Son emprise autrefois de fer sur le pays s'effritait. Et alors que les rues se remplissaient de manifestants, il devenait clair que quelque chose d'inarrêtable était en train de se produire. La révolution ne portait plus sur la religion ou sur Khomeini. Il s'agissait de la colère du peuple contre un régime qu'ils considéraient comme corrompu, répressif et déconnecté de leur vie. C'était le début d'un mouvement qui allait bientôt ébranler l'Iran et le monde jusqu'à leur cœur. Et il ne faut pas oublier que le mouvement contre le Shah n'était pas monolithique. Beaucoup ignorent que la révolution iranienne est unique par l'ampleur de la coalition opposée au Shah. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agissait simplement de fanatiques religieux, essayant de prendre le contrôle d'un pays. Mais ce n'était pas seulement cela. C'était un soulèvement de masse qui comprenait une variété de groupes politiques aux idéologies et objectifs différents. Il y avait des nationalistes laïcs, qui aspiraient à un retour à un Iran démocratique, des factions de gauche, comme les Fadaïs marxistes, et les Moudjahidines, du peuple d'Iran, ou OMPI, qui cherchaient une révolution socialiste. Et bien sûr, un mouvement islamiste croissant, dirigé par l'ayatollah Khomeini. Malgré leurs différences idéologiques, ces groupes étaient unis dans leur opposition au Shah. Chaque faction espérait prendre le pouvoir une fois le Shah renversé. Khomeini, cependant, avait une vision claire pour l'État post-révolutionnaire, avec le Velayat et Faqih. À la fin de 1978, l'Iran était dans un état de chaos. D'importantes grèves des travailleurs du pétrole ont paralysé l'industrie clé du pays, tandis que des manifestations massives rassemblaient des centaines de milliers de personnes à Téhéran et dans d'autres grandes villes. Le Shah a tenté d'apaiser l'opposition par des réformes, dont le renvoi du Premier ministre et des promesses de plus de liberté politique, mais ces efforts sont arrivés trop tard et étaient insuffisants. Le temps des lamentations était révolu. La situation s'est aggravée en novembre 1978 lorsque le Shah a déclaré la loi martiale dans une ultime tentative de rétablir l'ordre. Mais cette décision s'est retournée contre lui. Lors du Vendredi Noir, les troupes ont tiré sur une grande manifestation place Jaleh à Téhéran, tuant des dizaines de personnes et radicalisant l'opposition. À noter que le Shah, à ce stade, était de plus en plus isolé et souffrait également d'un cancer. Il commençait aussi à perdre le soutien de son armée et de ses principaux alliés internationaux, y compris les États-Unis. Et finalement, en janvier 1979, au milieu de protestations et de grèves croissantes, le Shah a quitté l'Iran, soi-disant pour des vacances. Mais en réalité, il ne reviendrait jamais. Son départ a marqué la fin de facto de la monarchie. On peut dire que tout a basculé le 1er février 1979. Ce fut un moment qui allait changer à jamais le cours de l'histoire iranienne. L'ayatollah Khomeini, après 14 longues années d'exil, est descendu d'un avion et a posé le pied sur le sol iranien, accueilli par une mer de millions de personnes. Oui, des millions d'Iraniens ont envahi les rues pour apercevoir l'homme qui, selon eux, les conduirait vers une nouvelle ère. Son retour était bien plus que symbolique. C'était une déclaration que la révolution n'était plus un rêve lointain. Elle était en train de se réaliser, et Khomeini en était le chef. Dès l'instant où ses pieds ont touché le sol iranien, Khomeini a agi rapidement, tel un grand maître d'échecs plaçant ses pièces, consolidant son pouvoir avec une concentration extrême. En quelques jours, le régime autrefois puissant du Shah a commencé à se désintégrer en son cœur même. L'armée a senti que la révolution ne pouvait pas être arrêtée et a déclaré sa neutralité, refusant d'être le dernier souffle de la dynastie Pahlavi. Pendant ce temps, les milices révolutionnaires, renforcées par le soutien indéfectible du peuple, ont commencé à s'emparer des principaux bâtiments et institutions gouvernementaux, éliminant ce qui restait de l'ancien ordre. Mais le véritable coup décisif eut lieu le 11 février 1979. Ce jour-là, les derniers vestiges de la monarchie Pahlavi furent anéantis. Les forces révolutionnaires ont pris Téhéran, écrasant la dernière résistance militaire et démontrant la puissance du peuple. Le régime du Shah fut emporté dans un torrent de révolution. Khomeini, l'homme autrefois contraint à l'exil, déclara alors la naissance de la République islamique et fit exécuter tous ceux qui soutenaient le Shah. 2 mois plus tard, en avril 1979, un référendum national le confirma. Le peuple s'était exprimé, avec plus de 98% des voix en faveur de la création de la République islamique, une transformation monumentale d'une nation qui avait autrefois été sous la coupe d'une monarchie autoritaire. La prochaine chose que l'ayatollah mit en place à l'échelle nationale fut le tristement célèbre Velayat et Faqih, une idée qui n'avait jamais été essayée à une telle échelle auparavant. L'Iran entrait dans une ère de changement.
Vous vous demandez sûrement ce qu'il est advenu de Khomeini. Quelle était sa position dans la révolution? Et où se trouvait-il pendant que tout ce chaos se produisait? À l'épicentre, alors que les manifestations de la fin des années 70 éclataient partout. Khamenei n'était pas juste un visage parmi la foule. Non, il était là, dans les rues de Machhad, où il prononçait des discours percutants, chargés de ferveur religieuse. Il ne se contentait pas de s'en prendre à un régime corrompu. Il présentait la lutte contre le Shah comme un combat pour l'islam lui-même. Et ce message a profondément résonné. À Machhad, les paroles de Khomeini ont électrisé la population. Il a transformé le mécontentement grandissant en quelque chose de bien plus puissant. Un mouvement religieux, une foule de millions de personnes. Khomeini prononçait régulièrement des discours sur le Shah. De cette manière, il a rassemblé tellement de personnes que lorsque le Shah à Téhéran a été renversé, des centaines de villes en dehors de Téhéran s'étaient déjà détachées de la monarchie. Maintenant, alors que la révolution s'intensifiait en 1978, le rôle de Khamenei s'est encore élargi. Tout en continuant d'inspirer par ses sermons et ses discours, il travaillait également dans les coulisses. Les grèves qu'il a organisées, surtout dans le pétrole, ont dévasté le régime du Shah. Ces grèves n'ont pas seulement ralenti l'économie, elles l'ont paralysé, affaiblissant les fondements mêmes du pouvoir du Shah. À la mi-1978, la production de pétrole s'est arrêtée. Ainsi, Khamenei et son supérieur, Khomeini, ont accentué la pression sur la domination du Shah sur les champs pétrolifères. Comme vous le savez, l'industrie principale de l'économie iranienne était le pétrole, ce qui a aggravé la situation. Mais de cette manière, Khamenei s'est assuré que la révolution restait sur la bonne voie. En 1979, après la fuite du Shah, Khamenei a montré sa loyauté de façon très ferme à Khomeini. Grâce au leadership de Khamenei durant la révolution, Khomeini en a fait une figure clé de la nouvelle République islamique. Il a été nommé au Conseil de la Révolution islamique, un groupe d'élite chargé de rédiger la nouvelle constitution. Ce n'était pas simplement une tâche bureaucratique banale. Il s'agissait de façonner l'ADN même du nouvel État iranien. En même temps, Khamenei s'est vu confier un autre rôle crucial, celui de vice-ministre de la Défense. À ce poste, il a joué un rôle clé dans la consolidation du pouvoir sur l'appareil militaire du pays. Les forces armées iraniennes étaient loyales au Shah, et il fallait maintenant les remodeler pour servir la nouvelle République islamique. C'est là que l'influence de Khomeini est vraiment entrée en jeu. Il a travaillé en étroite collaboration avec le tout nouveau corps des gardiens de la Révolution islamique, ou le CGRA, dont le rôle était de s'assurer que cette force d'élite, créée pour défendre la Révolution, devienne l'une des institutions les plus puissantes du pays. Le corps des gardiens de la Révolution islamique était une force révolutionnaire, un gardien de la République islamique, et Khamenei était là, à la tête, guidant son développement initial. Et un an plus tard, Khamenei prenait encore plus le devant de la scène. Cette année-là, il a été nommé imam de la prière du vendredi à Téhéran. Or, pour un étranger, cela pourrait sembler n'être qu'un titre religieux de plus, mais dans l'Iran post-révolutionnaire, ce poste a donné à Khamenei une tribune nationale. Chaque vendredi, il prononçait des sermons à un pays qui s'adaptait encore à sa nouvelle réalité. Ses discours portaient sur la religion, la révolution, l'identité et la survie. Grâce à ce rôle, Khamenei est devenu l'un des visages les plus reconnaissables du nouveau régime, car sa voix était diffusée dans tout le pays. Cela est aussi devenu un outil pour renforcer l'autorité du gouvernement révolutionnaire, à une époque où sa survie n'était pas assurée. Mais en septembre cette année-là, les enjeux sont devenus plus importants quand l'Irak a envahi l'Iran. La guerre Iran-Irak était un conflit militaire lié à des différends frontaliers, mais la toute nouvelle République islamique y voyait une menace existentielle. Et une fois de plus, Khamenei n'a pas reculé. Il s'est profondément impliqué dans les efforts de défense de l'Iran. Khamenei visitait fréquemment le front et conseillait les commandants. Sa présence était à la fois symbolique et stratégique, car il veillait sans relâche à ce que les gardiens de la Révolution et les autres forces soient prêts à défendre la frontière à tout prix. Mais alors que Khamenei combattait les ennemis extérieurs, il faisait aussi face à des menaces sur le plan intérieur. En juin 1981, sa vie a failli être écourtée. Pendant son discours à la mosquée Abu Zar à Téhéran, une bombe a explosé à côté de lui. L'attentat, perpétré par le groupe d'opposition des Moudjahidines du Peuple, ou OMPI, a grièvement blessé Khamenei. Son bras droit a été définitivement endommagé, le rendant inutilisable. Vous pouvez maintenant comprendre clairement que la coalition avant la révolution n'était en réalité qu'une haine commune contre le Shah. Bien que ce nouveau gouvernement islamique ait agi durement contre ces soi-disant groupes d'opposition, les tensions parmi la population ont augmenté. C'était particulièrement évident chez les jeunes, et les conséquences ont été lourdes. Mais c'est une discussion pour plus tard. Pour l'instant, Ali Khamenei s'était pleinement imposé comme un acteur clé de la République islamique. C'est pourquoi,
En octobre 1981, à la suite de l'assassinat du président Mohammad Ali Raja'i, Khamenei a été élu 3e président de l'Iran. Il a remporté 97% des voix, une victoire écrasante. À l'époque, seuls 4 candidats avaient été approuvés par le Conseil des gardiens, qui sélectionne et valide les candidats politiques en Iran. Son élection fut historique, Khamenei devenant le premier religieux président, marquant un tournant par rapport au souhait initial de l'ayatollah Khomeini de tenir les religieux à l'écart de ce poste. Lors de son discours d'investiture, Khamenei a juré d'éliminer la déviation, le libéralisme et les gauchistes influencés par les Américains du paysage politique. Sa présidence s'est distinguée par la répression des opposants, dont des violences contre la guérilla, des assassinats et des insurrections. Les tribunaux révolutionnaires ont exécuté des milliers d'insurgés au début des années 1980, bien qu'en 1982, le gouvernement ait promis de freiner les tribunaux révolutionnaires. Cependant, diverses factions politiques ont continué d'être visées, et la présidence de Khamenei est devenue associée à une période de répression politique intense. Après 4 longues années, Khamenei a été réélu en 1985, obtenant 87% des voix lors d'une élection qui, une fois de plus, ne comptait qu'un nombre très limité de candidats. Le Conseil des gardiens n'a approuvé que 3 candidats. La présidence de Khamenei a coïncidé avec la dévastatrice guerre Iran-Irak. Son engagement dans l'effort de guerre et ses liens avec le corps des gardiens de la révolution islamique ont renforcé sa réputation de dirigeant investi dans la défense nationale. Sous sa présidence, Khamenei s'est distingué par sa rigueur dans les affaires militaires, la gestion budgétaire et l'administration. Malgré une présidence marquée par la guerre et les conflits internes, Khamenei est resté proche du corps des gardiens de la révolution islamique, qui deviendra plus tard un pilier de son futur rôle de dirigeant. Sa présidence a aussi marqué le début des tensions entre l'Iran et l'Europe. Après les assassinats du restaurant Mykonos, un tribunal allemand a impliqué des responsables du renseignement iranien, provoquant une crise diplomatique entre l'Iran et plusieurs pays européens. Cette période a également marqué les débuts de la relation tendue de l'Iran avec l'Occident, avec Khamenei à la tête des réponses nationales à ces crises. Maintenant, l'ascension de Khamenei au poste de guide suprême en 1989 a été à la fois surprenante et controversée. À l'époque, l'ayatollah Khomeini, l'architecte vénéré de la révolution islamique d'Iran et son premier guide suprême, avait désigné l'ayatollah Montazeri comme son successeur. Mais dans un revirement spectaculaire, Khomeini a destitué Montazeri, laissant un vide soudain et important au sommet de la hiérarchie politico-religieuse de l'Iran. Khamenei a été choisi pour combler ce vide, malgré l'absence des qualifications religieuses généralement requises pour un tel poste. Il n'était même pas encore un ayatollah, et encore moins un marja, l'une des plus hautes autorités religieuses dans l'islam chiite. Pour rendre possible l'élévation de Khamenei, la constitution iranienne a dû être modifiée par l'Assemblée des experts, l'organisme chargé de choisir le guide suprême. Cette modification constitutionnelle a permis à Khamenei, qui était relativement jeune et n'avait pas atteint le statut religieux attendu, d'assumer ce rôle. Le 4 juin 1989, peu après la mort de Khomeini, Khamenei a été officiellement élu nouveau guide suprême de l'Iran par l'Assemblée des experts, obtenant 60 voix sur 74. Cependant, le processus n'a pas été simple. Il y a eu de nombreux débats au sein même de l'Assemblée. Certains membres ont plaidé en faveur d'un conseil de direction plutôt que d'une seule personne, estimant que personne ne pouvait vraiment remplacer Khomeini. Ce modèle de direction collective visait à répartir le pouvoir dans l'Iran post-révolutionnaire, mais il a été abandonné au profit de la nomination de Khamenei. Fait intéressant, Khamenei lui-même semblait réticent. Il a même publiquement douté de sa capacité à occuper ce poste, affirmant que sa nomination devrait leur faire verser des larmes de sang. Pourtant, malgré ses réserves initiales, Khamenei a accepté le poste, et avec les ajustements constitutionnels en place, son règne a commencé. À l'époque, beaucoup le considéraient comme un dirigeant temporaire, quelqu'un qui occuperait le poste jusqu'à ce qu'une personnalité plus appropriée émerge. Khamenei a rapidement consolidé son pouvoir et étendu son influence bien au-delà de ce que l'on imaginait. La montée en puissance de Khamenei ne reposait pas sur le charisme ou le statut religieux de Khomeini. Au lieu de cela, il a démontré une grande capacité à naviguer dans la politique interne complexe de l'Iran. Il a constitué un groupe de fidèles au sein des institutions clés, notamment au sein du corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, ainsi qu'au sein de l'influente hiérarchie cléricale de Qom. Khamenei était habile à équilibrer les différentes factions au sein du système politique iranien, veillant à ce qu'aucun groupe ne prenne trop de pouvoir. Son pragmatisme lui a permis de contrôler les groupes rivaux et de renforcer sa position.
Au fur et à mesure que le règne de Khamenei progressait, la fonction de guide suprême s'est transformée en ce que l'on pourrait qualifier de surveillant omnipotent de l'État. Son influence s'étendait à pratiquement tous les aspects de la gouvernance iranienne. Il contrôlait l'armée, dictait la politique économique et avait un pouvoir décisif sur la politique étrangère de l'Iran. Khamenei exerçait aussi une grande influence sur les principales institutions politiques, dont la présidence, le parlement et la justice. Il émettait des décrets sur les questions nationales, de l'économie aux politiques culturelles, et veillait à ce que la vision de la République islamique soit appliquée. Khamenei avait stratégiquement placé des fidèles à des postes clés du gouvernement. En plus de 30 ans comme guide suprême, il a créé un système centré sur son autorité. Son influence pénétrait l'appareil militaire et sécuritaire iranien, où les gardiens de la révolution protègent le régime et projettent l'influence du pays à l'étranger. Khamenei a pu rester si longtemps au pouvoir grâce à sa finesse politique et au réseau de clientélisme qu'il a bâti, rendant sa position presque inattaquable. Bien qu'il ne possède pas l'aura révolutionnaire de Khomeini, Khamenei a démontré que le véritable pouvoir en Iran ne vient pas du charisme, mais du contrôle. Ce mélange de gouvernance théocratique sous Khamenei, bien qu'il semble inclure des éléments républicains, était fermement ancré dans le pouvoir religieux. Cet ancrage lui serait bénéfique pour les décennies à venir. En tant que guide suprême depuis 1989, Khamenei exerçait une autorité quasi absolue dans un système qui peut sembler démocratique en surface, mais qui fonctionne sous le cadre rigide de la pouvoir religieux. Au cœur de cette gouvernance se trouve la doctrine du Velayat et Faqih, qui, comme nous l'avons évoqué plus tôt, place le guide suprême à la fois comme gardien de l'identité islamique de l'Iran et comme décideur ultime dans ses affaires politiques. Bien que l'Iran organise des élections pour des postes comme le président et le parlement, ces élections existent dans une structure étroitement contrôlée par feu Khamenei et le Conseil des gardiens, un organe qui lui était fidèle et chargé de filtrer tous les candidats aux fonctions publiques. Ce contrôle sur le processus électoral garantit que seuls les individus alignés avec l'idéologie du régime peuvent participer, éliminant ainsi toute concurrence réelle. Lors des élections parlementaires de 2020, de nombreux candidats réformistes ont été disqualifiés, ne laissant aux électeurs guère d'autre choix que d'élire des conservateurs radicaux. La présidence, bien qu'étant une fonction élue, est restée subordonnée à Khamenei, comme en témoigne son contrôle décisif sur des questions clés telles que la politique étrangère. Même lorsque le président Hassan Rouhani a négocié l'accord nucléaire de 2015, cela s'est fait dans les paramètres fixés par Khamenei, qui a ensuite limité un engagement plus large avec l'Occident. La forte méfiance de Khamenei envers l'influence occidentale, surtout américaine, a toujours guidé les actions des élus iraniens. Le leadership de Khamenei était indéniablement autoritaire, son influence s'étendant à toutes les branches du gouvernement, de l'armée au système judiciaire. Il a placé des fidèles aux postes clés qui soutenaient son interprétation conservatrice de l'islam, veillant à ce que les principes théocratiques du régime restent profondément ancrés dans la législation et la gouvernance. Par exemple, le système judiciaire, sous l'influence de Khamenei, appliquait la loi islamique, prononçant souvent des peines sévères à l'encontre des opposants politiques. Cela a été particulièrement évident lors du mouvement vert en 2009, lorsque des millions d'Iraniens ont protesté contre la réélection contestée du président Mahmoud Ahmadinejad. Sur ordre de Khamenei, le gouvernement a réprimé brutalement, arrêtant des manifestants, les battant dans la rue et plaçant les leaders de l'opposition en résidence surveillée, où ils demeurent à ce jour. Au lieu de reconnaître les revendications des manifestants, Khamenei a qualifié le mouvement de complot étranger, tactique qu'il utilisait souvent pour discréditer l'opposition. Ce contrôle s'étendait profondément dans les médias, où le régime de Khamenei dominait le discours public grâce à des organes d'État qui diffusaient la version officielle du régime. Le journalisme indépendant est presque inexistant, et ceux qui défient le régime sont souvent réduits au silence par le harcèlement, l'emprisonnement, ou pire encore. Le contrôle strict du gouvernement sur les médias est égalé par sa mainmise sur Internet, où la censure est généralisée. Cela lui a permis de contrôler facilement le récit, et de le déformer à sa guise. Lors des manifestations de 2017 et 2019, le régime a littéralement coupé l'accès à l'ensemble d'Internet dans le pays. Plus aucune communication, ni entrante, ni sortante. Et ce n'est pas un cas isolé. Tout contenu en ligne qui remet en question le récit du régime est bloqué, filtré ou supprimé. Si vous essayez d'obtenir un point de vue différent en Iran, vous n'allez pas le trouver facilement. Le régime contrôlait le message et Khamenei était au sommet de cette pyramide. Malgré les efforts du régime, de nombreux jeunes Iraniens contournent les restrictions numériques
Mais ceux surpris à exprimer des opinions anti-régime en ligne risquent de lourdes sanctions. Un exemple frappant de ce contrôle fut la coupure quasi totale d'Internet lors des manifestations de 2019 contre la hausse soudaine du prix du carburant. La coupure a étouffé la communication entre les manifestants, permettant aux forces de sécurité de réprimer les manifestations avec une efficacité brutale, faisant des centaines de morts. L'influence de Khamenei s'est aussi étendue aux politiques sociales, reflétant son attachement aux valeurs islamiques conservatrices. Sa base de soutien, surtout dans les zones rurales, et les grands établissements cléricaux à Qom et Machhad, soutenaient sa stricte application des codes islamiques sur le comportement et l'habillement. Les femmes en particulier sont soumises à ces politiques conservatrices, appliquées par la police des mœurs, qui veille au respect public du hijab et à la ségrégation des sexes. Khamenei mettait souvent en garde contre une invasion culturelle occidentale, présentant les valeurs, surtout la liberté individuelle, comme une menace pour l'identité islamique de l'Iran. En présentant la République islamique comme le dernier bastion de la moralité dans un monde laïque, Khamenei a galvanisé ses partisans conservateurs, renforçant ainsi leur loyauté envers sa direction. Il ne pensait pas que la politique était le seul domaine sur lequel Khamenei imposait sa domination. Non, son influence s'étendait aussi aux questions économiques. La vision économique de Khamenei était liée à son idéologie politique, axée sur la résistance à l'influence étrangère et le maintien de l'indépendance de l'Iran. Pendant des décennies, l'Iran a été frappé par des sanctions des États-Unis et de leurs alliés, et au lieu de reculer ou de chercher des compromis, Khamenei a relevé ce défi de front. Il a défendu ce qu'il appelait une économie de résistance. Maintenant, ce n'est pas seulement une stratégie pour survivre sous les sanctions, c'est une prise de position. Khamenei considérait l'autosuffisance économique comme essentielle pour préserver la souveraineté de l'Iran, et à ses yeux, dépendre des investissements étrangers, surtout venant de l'Occident, revenait à remettre les clés de l'avenir du pays. Il avait été très critique envers la mondialisation et le capitalisme occidental, qu'il considérait comme exploiteurs et moralement corrompus. Pour lui, ces systèmes n'étaient pas que des modèles économiques, mais servaient un plan visant à affaiblir des pays comme l'Iran. Khamenei a donc privilégié une économie basée sur la production nationale, axée sur des secteurs clés comme l'agriculture et l'industrie. Et ce n'est pas seulement une question de pragmatisme, c'est idéologique. Khamenei pensait qu'en renforçant l'économie iranienne, le pays n'aurait pas à céder face aux puissances étrangères. Il a présenté la pression économique des sanctions, non pas comme une épreuve suscitant la pitié, mais comme un insigne d'honneur, un symbole de l'Iran qui tient tête à la domination occidentale. Cette philosophie de l'économie de résistance n'a pas seulement été imposée au niveau gouvernemental, puisque Khamenei a appelé les Iraniens ordinaires à adopter l'austérité, à consommer moins et à produire davantage localement. Il a soutenu que les difficultés causées par les sanctions en valent la peine, si cela signifie protéger le pays contre le contrôle étranger. Pour sa base conservatrice, ce message a profondément résonné. C'est perçu comme une position morale contre les forces extérieures. Mais de nombreux critiques soulignent que cette approche a conduit à une stagnation économique. Les industries ont eu du mal à se moderniser. Les investissements étrangers ont été pratiquement inexistants, et ce sont les Iraniens ordinaires qui paient le prix de cette résistance. Pourtant, Khamenei est resté fidèle à ses idéaux de son vivant. Pour lui, s'ouvrir aux modèles économiques occidentaux était une pente glissante qui menaçait l'identité et l'indépendance même de l'Iran. Mais ce n'est pas seulement dans l'économie que l'emprise de Khamenei était forte. Son contrôle sur l'armée iranienne a aussi largement contribué à sa longévité au pouvoir. En tant que guide suprême, Khamenei était le commandant en chef, ce qui lui donnait l'autorité ultime sur l'ensemble de la structure militaire, y compris le puissant corps des gardiens de la révolution islamique. La relation entre Khamenei et les gardiens de la révolution est mutuellement bénéfique. Khamenei dépendait des gardiens de la révolution pour maintenir son pouvoir et imposer sa vision de la République islamique, tant à l'intérieur du pays qu'à travers la région. En échange, il leur a donné une grande influence et autonomie, leur permettant de devenir une puissance. Même pendant les périodes économiques difficiles, Khamenei s'est assuré que les dépenses militaires restent une priorité absolue, car pour lui, une armée forte ne sert pas seulement à défendre l'Iran. Il s'agit d'affirmer le rôle de l'Iran en tant que puissance régionale. Sous Khamenei, l'Iran a investi dans son programme de missiles et ses capacités militaires, projetant ainsi son influence au Moyen-Orient. Cela inclut le soutien à des groupes comme le Hezbollah au Liban et à des milices en Irak et en Syrie dans la stratégie de Khamenei pour contrebalancer l'influence occidentale et saoudienne. Cette stratégie militaire était directement liée à sa philosophie économique.
Tout comme il croyait que l'économie de l'Iran devait être indépendante de l'Occident, Khamenei considérait qu'une armée forte et autosuffisante était essentielle pour protéger la souveraineté de l'Iran et étendre son influence. L'armée était essentielle pour aider Khamenei à imposer cette vision, en veillant à ce que l'Iran ne fasse pas que survivre sous la pression, mais continue aussi à résister aux forces extérieures. Par sa résistance économique et sa puissance militaire, Khamenei a gardé le pouvoir durant des décennies. Khamenei misait sur la résilience économique et la puissance militaire pour l'indépendance et l'influence régionale de l'Iran, tandis que ses politiques intérieures réprimaient fortement les libertés civiles et les droits de l'homme. Cette approche autoritaire était au cœur de la manière dont Khamenei maintenait le contrôle sur le pays, car il privilégiait la survie de la révolution islamique au détriment des libertés individuelles. L'un des aspects les plus préoccupants du règne de l'ayatollah Ali Khamenei reste sa gestion des libertés civiles et des droits de l'homme en Iran. Si vous regardez son style de leadership, il s'agissait avant tout de garder une emprise ferme sur le pouvoir, tout en promouvant ce discours de protection de la révolution islamique. Pour y parvenir, il a beaucoup utilisé la censure, la répression et la surveillance. Pour l'Iranien moyen, surtout si vous êtes une femme, membre d'une minorité ou quelqu'un qui s'exprime contre le gouvernement, cela signifiait que la vie sous Khamenei était plutôt étouffante. Prenez par exemple les Kurdes et les Bahaïs. Le régime de Khamenei a constamment réprimé ces groupes. La communauté kurde réclame depuis longtemps une plus grande autonomie, mais chaque fois qu'elle le fait, elle fait face à des représailles rapides, parfois brutales. Et les Bahaïs? Eh bien, ils ont eu la vie dure pendant des décennies. Le régime de Khamenei les considérait comme des hérétiques, et ce n'est pas qu'une simple étiquette. Cela se traduit par une véritable discrimination systématique. Ils sont privés de l'enseignement supérieur, des opportunités d'emploi, et même de la liberté de pratiquer leur religion. Donc, quand on parle de la façon dont le gouvernement de Khamenei a traité son peuple, ces minorités sont au cœur de la discussion. Et ça ne s'arrête pas là. La dissidence politique? Absolument pas tolérée. Rappelez-vous le mouvement vert de 2009. Des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue, en colère contre ce qu'ils considéraient comme une élection truquée. Le régime a répondu par la force. Les manifestants ont été battus, jetés en prison, et certains même exécutés. Khamenei a affirmé que tout cela était un complot étranger pour déstabiliser l'Iran. Mais en réalité, il s'agissait de faire taire les voix qui remettaient en cause son autorité. C'est un schéma que nous avons vu encore et encore pendant son règne qui vient de s'achever. La dissidence équivaut à un danger pour le régime, et ce danger appelle la répression. Outre son influence ailleurs, Khamenei a joué un rôle clé dans la formation de la jeunesse iranienne. Dès le moment où il a pris le pouvoir, il a compris l'importance de contrôler l'éducation. Les écoles en Iran n'enseignent pas seulement des matières, elles sont imprégnées des valeurs de la révolution islamique. Les études religieuses et la loyauté au régime font partie du programme scolaire. Les universités, jadis lieux de débats intellectuels dynamiques, sont désormais strictement contrôlées. Les professeurs réformistes, ils ont été évincés. La pensée critique qui remet en question le régime, elle n'est pas encouragée. Mais c'est là que ça se complique. Les jeunes en Iran, surtout dans les zones urbaines, n'adhèrent pas forcément à cela. Khamenei a même renforcé les efforts pour protéger les jeunes Iraniens de la culture occidentale. Il voyait cela comme une menace existentielle pour la République islamique. À cause de cela, il y a eu un énorme effort pour promouvoir les valeurs islamiques et censurer les influences occidentales. Mais voilà le problème. Le monde est désormais connecté, et les jeunes Iraniens sont très conscients de ce qui se passe en dehors de leurs frontières. Ils deviennent de plus en plus frustrés par le manque de liberté individuelle, les difficultés économiques, et la pression constante de se conformer à une idéologie qui semble de plus en plus déconnectée de leur réalité. Avec sa mort vient aussi l'occasion pour les jeunes de briser les chaînes qui les emprisonnaient, et de se battre pour leur propre vision d'un Iran libre, à leur image. Dans le même esprit, on peut dire que le contrôle de Khamenei sur la jeunesse, via l'éducation, reflétait son changement de politique étrangère, mêlant rigidité idéologique et pragmatisme pour préserver la stabilité intérieure et l'influence régionale. Il a hérité d'une région déjà au bord du gouffre, et d'une nation qui venait à peine de survivre à une guerre de 8 ans avec l'Irak. L'Iran était encore sous le choc, et le monde observait de près pour voir quel type d'acteur cette nouvelle république islamique allait devenir. Sous Khamenei, la politique étrangère de l'Iran est passée de son zèle révolutionnaire initial à une approche plus calculée, même si le pays n'a jamais perdu de vue ses objectifs idéologiques fondamentaux. Voici donc comment cela s'est déroulé.
Juste après la révolution islamique de 1979, l'Iran cherchait avant tout à diffuser son message révolutionnaire partout dans le monde. Khomeini voulait que les autres nations islamiques renversent leurs monarchies ou dictatures et établissent leurs propres États islamiques. Le slogan était « Ni Est, ni Ouest, République islamique », et cela résumait vraiment l'état d'esprit de l'époque. Quand Khamenei a pris le pouvoir, il est vite apparu que la révolution ne pouvait plus mener des batailles idéologiques sur tous les fronts. La guerre Iran-Irak avait dévasté le pays, et Khamenei avait compris que si l'Iran voulait survivre, il devait manœuvrer avec plus de prudence. Ainsi, même si l'esprit révolutionnaire est resté intact, Khamenei a orienté le pays vers une politique étrangère plus pragmatique et prudente. Il s'agissait désormais de protéger les intérêts nationaux de l'Iran, sans perdre de vue ses racines idéologiques. Un exemple parfait de ce changement. L'Iran continuait de soutenir les opprimés et de promouvoir ses idéaux révolutionnaires, mais il a aussi commencé à conclure des accords avec des pays autrefois considérés comme des ennemis. Même si l'Iran s'en prenait à l'Occident, il n'allait pas pour autant mettre en péril sa propre sécurité ou son économie. Mais lorsqu'il s'agit des États-Unis, Khamenei n'a jamais cédé. Pour lui, les États-Unis incarnaient tout ce qui n'allait pas avec l'impérialisme occidental, et sa politique étrangère fut largement une résistance à l'influence américaine. Il a qualifié les États-Unis d'ennemis numéro 1 de l'Iran, et gardé une profonde méfiance envers leurs intentions tout au long de son règne. Alors même que l'Iran devenait une puissance régionale, la rhétorique anti-américaine de Khamenei s'est intensifiée. Il a à plusieurs reprises qualifié les États-Unis de grand Satan, un terme qui reflétait parfaitement sa vision des choses. Cette méfiance est devenue parfaitement évidente lors d'événements comme l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Même si l'Irak et l'Iran avaient mené une guerre brutale dans les années 80, Khamenei considérait l'invasion américaine non pas comme un changement positif pour la région, mais comme une menace directe pour l'Iran lui-même. Pour lui, il ne s'agissait pas de démocratiser l'Irak, il s'agissait des États-Unis qui se positionnaient en vue d'une éventuelle attaque contre l'Iran. Et puis il y a eu l'accord nucléaire de 2015, le plan d'action global commun, ou JCPOA. Ce fut un moment important pour Khamenei. Malgré sa méfiance envers les États-Unis, il a soutenu les négociations avec l'Occident pour limiter le nucléaire iranien contre la levée de sanctions paralysantes. Nous aborderons le programme nucléaire et l'accord avec les États-Unis plus tard. Pour l'instant, retenez que Khamenei n'a jamais fait confiance aux Américains. Au niveau régional, Khamenei a toujours soutenu les mouvements chiites et utilisé des forces par procuration pour accroître l'influence iranienne, comme avec le Hezbollah. L'Iran soutient ce groupe depuis les années 80, un appui qui s'est intensifié depuis. Khamenei voyait le Hezbollah comme un allié clé contre Israël et pour contrer l'influence américaine dans la région. Grâce au soutien de l'Iran, le Hezbollah est devenu non seulement une force militaire, mais aussi un acteur politique majeur au Liban, donnant à l'Iran une influence considérable au Levant. Le Hamas en Palestine en est un autre exemple. Bien qu'il soit sunnite, le Hamas a reçu le soutien de l'Iran, ce qui montre que l'approche de Khamenei n'était pas purement confessionnelle. Il s'agissait aussi de s'opposer à Israël et aux puissances alliées aux États-Unis dans la région. Sous Khamenei, l'Iran s'est engagé dans des conflits par procuration au Moyen-Orient, de la Syrie et l'Irak au Yémen. En Irak, Khamenei a utilisé des milices chiites pour exercer son influence, surtout après la chute de Saddam Hussein. Grâce à ces groupes, l'Iran a réussi à orienter les politiques irakiennes en sa faveur, garantissant ainsi à Téhéran une forte présence dans le pays. La guerre civile au Yémen est un autre front où l'Iran, sous la direction de Khamenei, s'est profondément impliqué, soutenant les rebelles houthites dans une guerre par procuration contre l'Arabie saoudite. Concernant l'Arabie saoudite, la relation de Khamenei avec les puissances sunnites, surtout les saoudiens, était caractérisée par une grande méfiance et une rivalité persistante. Oui, la division chiite-sunnite est un facteur majeur, mais il s'agit aussi de savoir qui dominera le Moyen-Orient. Pour Khamenei, l'Arabie saoudite, avec ses liens étroits avec les États-Unis et son leadership sur le monde sunnite, est un concurrent naturel face aux ambitions de l'Iran. Face aux sanctions américaines et à la pression occidentale, Khamenei s'est rapproché de puissances non occidentales, comme la Russie et la Chine. La Chine est désormais le principal partenaire économique de l'Iran. Sous la pression des sanctions américaines, Khamenei a renforcé les relations avec Pékin, aboutissant à un accord stratégique de 25 ans, prévoyant des investissements chinois dans l'énergie iranienne.